Nous avons voulu savoir pour quelles raisons d'abord un éditeur accepte de publier de tels documents et pourquoi en quelque sorte il se fait complice de telles œuvres écrites en prison et publiées malgré l'administration pénitentiaire. Un éditeur qui se respecte, ce qui compte avant tout, c'est pas la qualité de l'auteur, c'est la qualité du manuscrit. C'est pas qui dit, c'est ce que l'on dit. En fait, vous donnez de la promotion à un personnage assez sordide, et finalement, vous ne dépréciez pas un petit peu le métier d'éditeur en agissant de cette façon? C'est le métier d'éditeur. Vous avez un jugement moral sur un autre livre, sur un livre. Vous avez un jugement moral sur un homme. L'éditeur est là pour témoigner. Lorsque l'on parle du goulag, lorsqu'on parle d'Adolf Hitler, l'éditeur est là pour témoigner. Il n'a pas à juger. C'est pas parce qu'on publie un livre sur le goulag qu'on est pour le goulag. C'est pas parce que je publie l'histoire de Jacques Mérine que j'approuve Jacques Mérine. Vous ne trouvez pas que c'est un peu choquant de voir un avocat devenir un peu l'impresario littéraire de son client? Je ne suis pas l'impresario littéraire de mon client. Je n'ai connu le manuscrit que lorsque l'éditeur a bien voulu me le communiquer. Je ne suis pas non plus un censeur comme l'éditeur lui-même. Nous n'avons pas à l'être. Et Jacques Mérine a une personnalité telle qu'on ne lui dicte pas la conduite à tenir. Vous ne trouvez pas que les prisons deviennent un petit peu trop, je crois, des salons littéraires aujourd'hui? On a un papillon à bien marcher, alors pourquoi pas? On continue. Mais il est intéressant, monsieur, que les prisons deviennent des salons littéraires. C'est mieux que de devenir des antichambres des actions meurtrières et criminelles. On a beaucoup plus de chance, nous, avocats, de voir un individu se réhabiliter lorsqu'il a écrit des livres, et pourquoi non, lorsqu'il en aura touché les droits, alors que, sortant de prison, il n'a rien. Il est bien certain que cela les aidera. Et je favoriserai de toutes mes forces cette possibilité pour les détenus de s'exprimer. Curieusement, c'est autour de cette région de l'Oise que s'articule la carrière, si l'on peut dire, de ce gangster de vocation internationale. Il y a 10 ans, Jacques Messrine, qui porte alors allègrement la trentaine, est gérant d'une petite auberge, non loin de Compiègne, au milieu des bois. C'est alors le début d'une longue série de méfaits qui le mèneront demain devant les assises de la Seine pour répondre d'une bonne quinzaine de chefs d'inculpation, du hold-up à la prise d'otage, et nous y reviendrons avec l'épisode du tribunal de Compiègne, en passant par l'association de malfaiteurs et la tentative d'homicide. Nous sommes alors en 1973. L'auberge ne lui suffit plus, il part pour l'Amérique, enlève un milliardaire, s'évade d'un pénitencier, tue 2 gardes-chasse. Il faut ajouter à cela une bonne dizaine d'attaques de banque pour en arriver à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'évasion de Compiègne. Arrêté au mois de mars à Boulogne-Billancourt, il fait immédiatement opposition à une précédente condamnation et demande à comparaître devant ce tribunal qui a précisément rendu le verdict. Mais c'est là qu'apparaît son caractère, disons, diabolique. Messrine a envisagé de longue date qu'il pourrait être arrêté. Il a déjà repéré les lieux quand il était libre et il sait que l'on peut déposer une arme sur le rebord de la fenêtre. Il lui suffira ensuite, et ce n'est certainement pas le plus difficile, de trouver un complice. Et c'est ainsi que le 6 juin 1973, Messrine demande à se rendre aux toilettes. Un gardien l'accompagne, mais quand il revient dans son box d'accusé, Messrine, cette fois, est armé. « Baissez-vous tous ou je tue le juge », crie-t-il. C'est l'affolement. Le garde refuse de le lâcher. Messrine l'entraîne derrière le président et braque le canon de l'arme sur sa nuque. Dans sa fuite, il va tenter de tirer sur le substitut, sur les gendarmes. Ensuite, il va tirer précisément, puis il s'enfuit avec le président. La voiture est poursuivie dans les rues de Compiègne. Il réussira toutefois à s'échapper et courra jusqu'en septembre 1973. Demain, pour son procès au Palais de justice de Paris, c'est une véritable forteresse que l'on verra. Il aura fallu aujourd'hui 6 heures au greffier de la Cour d'assises de Paris pour lire l'acte d'accusation, c'est-à-dire la liste des faits reproché à Jacques Messrine et à 3 complices. Auparavant, en fin de matinée, le gangster avait été amené au palais dans un fourgon sévèrement gardé. Il y a d'ailleurs le service d'ordre des grands jours autour du palais de justice. Jacques Messrine reste tout de même titulaire, si l'on peut dire, Paul Lefebvre, de 2 évasions spectaculaires. Oui, la première, le 21 août 1971, Messrine a réussi à s'échapper d'une prison canadienne, le pénitencier Saint-Vincent-de-Paul, une véritable forteresse, c'est un exploit véritable. Cela a permis d'ailleurs ensuite de dénoncer à la presse, là-bas au Canada, les conditions épouvantables de détention dans cette prison, qui a d'ailleurs été fermée ensuite. Et la deuxième évasion, c'est en France, la première du genre, qui a ensuite inspiré Jean-Charles Villequet. Elle remonte au 6 juin 1973. Messrine s'est évadé du palais de justice de Compiègne. Il avait fait cacher par un complice un revolver dans les toilettes. Et il s'est enfui en prenant un juge comme otage pour sortir du palais de justice. Aujourd'hui, évidemment,
Il ne fait pas peur, il est désarmé et ses revolvers se trouvent dans la tablette en verre des pièces à conviction devant lui. Il les regarde de temps à autre. Alors dans le box, Mesrine apparaît très convenable, tout à fait comme il faut, élégant même, large, calme, une tête ronde avec une moustache à un poil voyou et une tête ronde et des yeux qui bougent tout le temps surtout. Mesrine sent sa salle et commence à entamer un dialogue muet avec les journalistes devant lui, par-dessus ses avocates qui feuilletent le dossier comme si elles ne connaissaient pas. C'est assez amusant. Vous m'avez dit qu'il manquait une femme dans le box, celle qui est apparemment sa compagne de cavale. Oui, là c'est dommage. Jeanne Schneider est sérieusement malade, elle sera jugée plus tard, son cas a été disjoint. Elle représente un côté mystérieux et disons plutôt sympathique du caractère de Mesrine, c'est-à-dire la femme, celle qu'on respecte et aussi celle qu'on protège. Pour l'instant, donc il y a aux côtés de Mesrine 3 hommes, 2 tout à fait à côté de lui, et le troisième un peu plus à l'écart à droite. C'est ce troisième qui a permis l'arrestation de Mesrine, et donc il y a un certain contentieux entre les 2 hommes. Alors Mesrine va être jugé par 5 hommes et 4 femmes, dont l'une tout à fait à droite est comme un petit chat qui regarde un gros chien cruel. Mais ce sont ces jurés qui vont décider si Mesrine va réussir ou non à faire son procès spectacle. Eh bien, le feuilleton Mesrine commence, nous vous retrouverons régulièrement, Paul Lefebvre. C'est une affaire très grave, une bavure. Des mesures administratives seront à prendre. Ainsi s'est exprimé le garde des Sceaux, Alain Perfit, en apprenant l'évasion de Jacques Mesrine et de François Besse de la prison de la Santé à Paris. En effet, s'il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre tout de même, c'est cette évasion en plein jour, entre 10h et 10h30 ce matin, de l'homme que l'on considère comme un des plus dangereux criminels auxquels la police ait eu affaire ces dernières années, et de 2 de ses complices. Le plus jeune, Rive, qui n'était pas comme les 2 autres spécialistes de l'évasion, a été tué sur le fait du mur de la Santé. Mesrine et Besse ont pu s'enfuir en arrêtant une voiture. Mais ce qu'il y a de plus ahurissant dans cette histoire, c'est que ces 3 hommes, gardés dans le quartier de haute surveillance de la Santé, ont pu s'échapper parce qu'ils disposaient d'un véritable arsenal caché dans le plafond du parloir, l'endroit où ils pouvaient s'entretenir avec leur avocat. On a ironisé en France, souvenez-vous, au moment de l'affaire Bader et de ses complices, sur les armes qu'on trouvait chaque jour à la prison de Stuttgart. Eh bien, la prison de la Santé n'avait rien à envier aujourd'hui à celle de Stanheim. Toujours est-il que Jacques Mesrine est en liberté. Oui, Mesrine, fils d'industriel, architecte, diplômé, décoré en Algérie, mais dont toute la carrière s'est effectuée dans la délinquance d'abord, puis dans la violence armée. Le procès de celui qu'on a appelé, un peu hâtivement peut-être, l'ennemi public numéro 1, a eu lieu l'an dernier. 20 ans de réclusion criminelle. Mais il devait être jugé à nouveau, bientôt, pour des crimes dont il s'était rendu coupable au Québec. Il a publié un livre, écrit dans sa cellule, et où il avoue 39 meurtres, et c'est ce que disent ceux qui comptent bien en lisant ce livre, et on ne sait pas s'il est plus truand que mythomane finalement. En tout cas, il a adressé un certain nombre de menaces de mort, également depuis sa cellule, et le danger qu'il représente en est peut-être plus dans le personnage qu'il s'est fabriqué que dans celui qu'il était réellement. Revenons d'abord sur les circonstances de l'évasion de ce matin avec Maurice Olivary. Pour bien comprendre ce qui va suivre, 2 mots d'abord sur le décor. Les 3 hommes qui s'apprêtent à faire la belle sont détenus dans le quartier de la plus haute sécurité, c'est le terme propre, l'une des 4 ailes de ce grand éventail où l'on répartit les prisonniers en fonction de leur caractère plus ou moins dangereux. Chaque quartier comporte une aile de détention où sont rassemblées les cellules de part et d'autre d'un couloir, lequel couloir débouche sur des cours de promenade, chaque prisonnier de ce quartier étant isolé, même pendant la promenade. À 9h50 donc ce matin, 2 hommes tournent en rond, chacun dans sa petite cour, Mesrine et Besse. 9h55, Mesrine est appelé au parloir réservé aux avocats. Au bout de quelques minutes, Mesrine prétend vouloir montrer à son avocate, maître Giletti, que leur conversation est enregistrée, que des micros sont effectivement cachés dans le faux plafond. Mesrine monte alors sur la table, ouvre ce qui n'est en fait qu'une cache et en sort 5 revolvers. Dans ce trou sont enfouis, outre les armes, des bombes lacrymogènes de protection, des fusées de détresse et une corde marine de 12 mètres. Pendant ce temps-là, Besse demande à rentrer de promenade. Il rejoint Mesrine et ensemble les 2 hommes pénètrent dans le prétoire, ici à droite, où sont enfermés en permanence un surveillant et 2 sous-directeurs. Les gardiens sont aussitôt maîtrisés, dépouillés de leurs uniformes et de leurs papiers et enfermés dans une cellule, celle du 3e larron, Rive. Il ne reste plus qu'à retourner dans l'une des cours de promenade, à franchir un premier mur avant d'utiliser des échelles providentielles laissées là par des ouvriers en train de renforcer, comble d'ironie, les fenêtres de la prison.
Entre-temps, l'alerte a été donnée, l'un des gardiens de la paix en faction dans la rue aperçoit les fugitifs, tire sur Rive, qu'il tue sur le coup. Mesrine et Bess ont le temps d'arrêter une voiture et de disparaître sans laisser, pour l'instant du moins, de traces. Le reste de l'actualité, c'est d'abord les suites de l'évasion de Jacques Mesrine hier matin. L'homme qui avait écrit dans son livre « On ne s'évade pas de la santé » et pourtant ce soir encore dans la nature. Il a donc bien fallu qu'il dispose d'importantes complicités et c'est tout cela que l'enquête essaie d'établir en ce moment. Enquête centrée autour du témoignage de maître Giletti, l'une de ses avocates, dernière personne à l'avoir vu quelques minutes avant son évasion. La prolongation de la garde à vue de maître Giletti a d'ailleurs été obtenue du parquet par les policiers. François Cornet. 34 heures de cavale ce soir pour Jacques Mesrine et François Bess depuis leur évasion de la santé hier matin par ce mur d'enceinte de 15 mètres de hauteur à l'angle de la rue Jean Dolent et de la rue de la Santé. Depuis, la chasse au gros gibier se poursuit pour les hommes du quai des Orfèvres, bar fréquenté par la pègre à Paris et en banlieue, hôtel louche, repère de truands, aucune trace des deux fugitifs. Les anti-gangs et les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme sont pour l'instant bredouilles. Ils ont passé aujourd'hui au crible la voiture de la fuite, une R20, retrouvée boulevard Lefebvre. Les perquisitions effectuées à Montreuil, au domicile de Christiane Giletti, l'avocate de Mesrine, et à son cabinet du 16e arrondissement, n'ont apporté aucun élément nouveau utile à l'enquête. En prolongation de garde à vue, au quai des Orfèvres, Christiane Giletti va passer sa deuxième nuit au dépôt et Jacques Mesrine, lui, en liberté. Mais commençons par Jacques Mesrine qui demeure insaisissable depuis son évasion de la prison de la Santé. Après le hold-up d'avant-hier au casino de Deauville, un hold-up auquel on est maintenant certain qu'il a participé, les forces de l'ordre ont bien cru pouvoir pincer Jacques Mesrine ce dimanche dans les bois de Bernay. Cela sur l'indication d'un habitant de la région. Un dispositif de quadrillage du bois était immédiatement mis en place. Ce soir pourtant, Jacques Mesrine a une nouvelle fois joué la fille de l'air. Officiellement, on n'ose toujours pas se prononcer sur l'identité des deux hommes aperçus à 6 heures du matin dans le petit bois qui jouxte la commune de Bernay. Après la découverte d'un pistolet et de deux talkie-walkie, on se contente d'affirmer qu'il s'agit bien des auteurs du hold-up commis à Deauville. Mais tout semble accuser Mesrine et son complice François Bess. En tout cas, ce soir, malgré l'échec des recherches de l'après-midi, le dispositif de quadrillage a été maintenu pour la nuit et de nouvelles battues ont été entreprises dans plusieurs autres bois de la région. Les gendarmes sont maintenant convaincus que les deux gangsters ont eu le temps de quitter la zone où ils ont été aperçus avant la mise en place du quadrillage et ils étendent le champ de leurs recherches. Et est-ce que vous êtes sûr qu'ils sont actuellement dans ce bois? Je ne suis pas sûr qu'ils soient dans le bois, étant donné qu'entre l'alerte ce matin à 6h30 et le moment où le dispositif de bouclage était à peu près réalisé, il s'est quand même écoulé un certain temps, disons entre 1 heure et 2 heures facilement, au cours desquels il était possible à des individus de s'échapper. Pour retrouver les deux hommes, la gendarmerie n'avait pourtant pas lésiné sur les moyens. 200 hommes, des hélicoptères, des chiens, la brigade d'intervention armée jusqu'aux dents. Mais d'ores et déjà, il semble bien que Mesrine, si c'est bien lui, a une nouvelle fois réussi à jouer la fille de l'air. Ce matin, on a appris en effet qu'une moto avait été volée dans les rues de Bernay. La cavale continuerait donc, mais les moyens des deux gangsters s'amenuisent. Décidément, Jacques Mesrine, le gangster recherché par toutes les polices de France depuis sa spectaculaire évasion le 8 mai dernier du quartier de haute sécurité de la prison de la Santé à Paris, Jacques Mesrine aime faire parler de lui. Il vient aujourd'hui de réaliser un hold-up parfait. Sans tirer un seul coup de feu, il s'est emparé de 450 000 francs dans une succursale de la Société Générale du Raincy, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il a reconnu en outre être l'auteur du hold-up du casino de Deauville, commis le 26 mai dernier. C'est à 7 heures ce matin que Mesrine et un complice se sont présentés chez le fondé de pouvoir de la Société Générale du Raincy. Après avoir chloroformé la femme et la fille de ce dernier, Mesrine a laissé son complice au domicile du fondé de pouvoir et s'est rendu avec ce dernier à la Société Générale où il s'est fait remettre les fonds. Il a ensuite emprunté la voiture de sa victime qu'il a laissée sur le parking de la gare du Nord à Paris, avant de disparaître. Jacques Collet a rencontré pour nous la victime de cette prise d'otage et de ce hold-up. Il m'a exposé ce qu'il voulait, c'était clair et simple. D'abord, il était armé jusqu'aux dents, il m'a pas, il m'a mis le marché en main. Hein.
Donc, c'était quoi son marché? Son marché, c'était prise d'otage de ma famille, et je partais avec lui donc où je travaille pour rançonner, enfin pour relever en fait le guichet. Il exprimait ça sur quel ton? Tout à fait calmement, comme à son habitude. Donc de fait, vous êtes parti avec lui à la banque? Donc 9h10, nous sommes partis d'ici, et on est arrivé donc devant l'agence à 9h05 à peu près, de là où on est rentré puisque l'agence était ouverte, et c'est à ce moment-là donc il m'a fait rentrer dans mon bureau, enfin d'après un scénario qui avait été donc déterminé par lui, et j'ai appelé donc mon patron, et c'est là, sous la menace, que nous sommes descendus au coffre, retirer les fonds. Quelle somme? Je sais pas, on parle de 450 000. Personnellement, je ne suis pas retourné à l'agence. Je pourrais pas vous dire le préjudice subi à cet égard. Quel a été son comportement avec votre épouse, votre fille, très correct. Très correct. D'ailleurs, il m'avait dit que si en fait tout se passait normalement, il le serait correct, et il n'y avait pas de problème à avoir de son côté si vraiment les choses se tournaient bien, s'il n'y avait pas d'anicroche. Qu'est-ce que vous inspire précisément le genre de comportement d'un truand comme lui qui se permet de narguer la police, de venir chez un père de famille comme vous? Je préfère réserver mon jugement. Arrestation en Belgique du compagnon d'évasion de Jacques Messrine. François Besse avait d'ailleurs participé à de nombreux coups en compagnie de Messrine après leur évasion de la santé. Depuis plusieurs mois, il semble que Besse avait pris certaines distances par rapport à l'ennemi public numéro 1. C'est à Issel, dans la banlieue de Bruxelles, que les policiers belges l'ont arrêté en compagnie de 3 de ses complices. Alertés par les hommes de la brigade de répression du banditisme français, les policiers belges lui ont tendu une souricière. François Besse a donc été repris. Toutefois, rien ne laisse supposer que cette arrestation mette les enquêteurs sur la trace de Messrine. Messrine qui reste la priorité des priorités pour les policiers français. L'affaire Messrine. Après son agression contre Jacques Tillier et de notre confrère de l'hebdomadaire Minute, Messrine a écrit hier à plusieurs de nos confrères de la presse écrite. En résumé, disons que Jacques Messrine affirme n'avoir pas voulu tuer Tillier, mais avoir voulu le punir. Par ailleurs, selon certains, la police estimerait que Jacques Tillier n'a pas donné une version tout à fait exacte, disons, de ce qui s'est passé réellement lundi matin. Je vais essayer de rejoindre ma place sans trop de problèmes. Voilà, c'est fait. Une version tout à fait exacte de ce qui s'est passé lundi matin. Alors aujourd'hui, on peut quand même se poser une question. Où est la vérité ? Eh bien, pour la première fois, la vérité, nous allons peut-être la connaître, tout au moins une des vérités de cette affaire. Car Jean-Jacques Dufour, pour la première fois, Jacques Tillier, sur son lit d'hôpital, a accepté ce matin de répondre aux questions d'un journaliste de télévision devant des caméras de télévision. Alors, j'ai rencontré tout à l'heure dans le couloir de l'hôpital, juste avant de m'entretenir avec Jacques Tillier, mademoiselle Balestrazi, qui est commissaire au SRPJ de Creil. Elle m'a affirmé, nous n'avons jamais dit que nous mettions en doute la version des faits donnée par Jacques Tillier. Donc c'est un démenti, de ces informations qui disaient que Jacques Tillier n'aurait peut-être pas dit toute la vérité, qu'il n'y avait pas d'impact de balle dans la grotte. C'est ça, c'est une fausse information. Ça, c'est démenti directement ce matin dans le couloir de l'hôpital. Voilà pour ce point. Mais revenons-en à la lettre de Messrine, ou plus exactement aux lettres qu'a envoyé le gangster au Matin de Paris, à l'Aurore, au quotidien Libération. Et à Minute. Et à Minute. Aux substances, on peut y lire. Là, je prends mon papier parce qu'il faut que je regarde, c'est une citation. Truand d'honneur, ça n'existe pas, mais l'honneur bafoué, ça se défend jusqu'au meurtre, jusqu'à l'absurde, jusqu'à l'odieux dans la violence. Le ton est donné, ensuite le gangster explique qu'il n'a pas voulu tuer Tillier, mais le corriger. Je n'aime pas les gens qui salissent pour le plaisir. Il accuse ensuite le journaliste de lui avoir proposé 400 000 francs pour cette interview et d'avoir voulu lui tendre un piège. Il explique aussi qu'il a enregistré à son insu le journaliste et que celui-ci a sali, c'est en tout cas le mot qu'emploie Messrine, les commissaires Broussard et De Vos. Messrine n'apprécie pas, il préfère des adversaires comme eux à un Jacques Tillier. À propos de cet enregistrement, Jacques Messrine a dit qu'il le communiquerait ultérieurement. Messrine s'en prend aussi à l'hebdomadaire Minute et à sa direction, et de conclure « Je n'ai pas à être glorifié, je suis un criminel, mais je n'ai pas à être sali injustement. » À dater de ce jour, ce sera le tarif de la calomnie. Alors ça, c'est donc la version Jacques Messrine, c'est l'une des vérités de cette affaire. L'autre vérité, c'est celle que vous avez recueillie ce matin de la bouche de Jacques Tillier. Nous avons pu voir Jacques Tillier très fatigué, 2 balles n'ont pas encore été extraites. Il a pourtant accepté de répondre à nos questions et à la lettre de Jacques Messrine, lettre dans laquelle le gangster affirme donc qu'il n'a pas voulu tuer le journaliste de Minute. Écoutons donc cette interview de Jacques Tillier. Je pense que il se dit très fort et il est peut-être plus fort que le médecin légiste qui prouve le contraire. En tout cas, moi, je sais bien ce qui s'est passé dans la grotte.
Et si Mesrine ne voulait pas me tuer, il suffisait tout simplement que, devant le chemin, il me tire 2 balles dans les jambes ou pour m'empêcher d'écrire une balle dans la main, pour m'empêcher d'écouter une balle dans l'oreille. Il me laissait avec mes vêtements, ma carte de presse et il me ligotait et il téléphonait à la gendarmerie, on me retrouvait comme ça, il n'y a pas de problème. Là, il me laisse dans un trou à rats, attaché avec une ceinture, enfin les pieds, hein, pas les mains, attaché avec une ceinture, avec quand même une balle qui reste là, une ici, une là. Il est peut-être vexé parce qu'il m'a loupé, mais ça, c'est pas mon problème. En tout cas, moi, je suis très content qu'il m'ait loupé. Il dit aussi que vous avez voulu le piéger et que vous vouliez lui tendre un piège. Ouais, je sais pas si je voulais le piéger. Enfin, depuis le départ, c'est quand même lui qui m'a piégé. Derrière, il est persuadé, Jacques Mesrine, c'est quand même un grand garçon. Il a l'habitude des rendez-vous secrets. C'est pas le premier. Le deuxième à qui il accorde une interview, quand même. Il savait très bien, Mesrine, et ça, non seulement Mesrine peut le dire, mais, et ça on en parlera un jour, ou peut-être que les intermédiaires en parleront un jour tout seul. Jacques Mesrine savait très bien qu'il n'y avait pas de policiers derrière, que les policiers n'étaient pas suivis par les policiers, qu'il n'y avait pas de policiers, que les policiers n'étaient pas prévenus de cette interview, que je n'étais porteur d'un bip-bip. Je pourrais même vous dire mieux, Jacques Mesrine était tellement confiant que il m'a fouillé uniquement, on m'a fouillé uniquement dans la voiture, le haut. Mais j'aurais très bien pu avoir, si j'avais été un homme de la police, j'aurais très bien pu avoir un bip-bip dans mon sac. Il n'a jamais fouillé mon sac ou sur mes jambes. J'aurais pu avoir un pistolet. Je me suis trouvé tout seul à un moment. Il y avait Jacques Mesrine devant moi, dans la grotte, parce qu'il faut rentrer dans la grotte avec Jacques Mesrine. Quand on est journaliste de Minute, sachant les opinions politiques de Jacques Mesrine. Jacques Mesrine était devant moi avec son ami Paul. Et moi, j'étais derrière. Il y avait uniquement une lueur de briquet qui nous éclairait. J'aurais très bien pu avoir un pistolet que j'aurais sorti de ma cuisse et les abattre tous les deux. Mesrine avait confiance en moi. D'ailleurs, il le dit dans la lettre. Il savait très bien qu'il ne pouvait rien se passer du tout. Vous avez été policier à la DST. Est-ce que vous pouvez penser qu'à cause de ça, Jacques Mesrine a pu croire que vous aviez encore des relations avec vos anciens collègues? Non, c'est pas ça. Jacques Mesrine a voulu punir un journaliste de Minute. Jacques Mesrine veut jouer aux Brigades Rouges. Ça, c'est son problème, c'est pas le mien. Jacques Mesrine a voulu punir un journaliste de Minute, punir un ancien flic. Moi, d'avoir été ancien policier, non seulement j'en suis alors vraiment fier, mais j'ai absolument rien à rougir. En ce qui concerne l'enregistrement que Mesrine a fait, c'est bien la preuve que c'est lui qui t'a un piège. S'il est malin, moi aussi. Et l'enregistrement que Mesrine a fait, je suis alors vraiment très serein. Chacun sait aussi bien du côté de mon journal que l'information policière, c'est-à-dire les policiers, ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit, ce que j'aurais pu dire. Vous savez, je sais plus, on m'a dit hier, quelqu'un m'a téléphoné hier pour me dire que les gendarmes avaient fait la reconstitution, et j'ai rien contre les gendarmes, hein, mais qu'un gendarme avait mis 10 minutes du fond de la grotte au fameux bosquet où je me suis caché. Le gendarme avait des bons brodequins, une cigarette au bec. Moi, j'étais à poil, 3 balles dans le corps, la trouille que l'autre revienne. Les 400 000 francs en question que vous auriez offert à Jacques Mesrine pour cette interview. Ça, c'est à mon directeur qu'il faut poser la question. S'il veut bien me donner 40 millions, ouais, je prends tout de suite. Enfin, c'est vous qui avez pris contact avec Mesrine ou c'est bien c'est lui qui vous a joint? Écoutez, moi, à l'inverse de Mesrine, j'ai jamais balancé personne dans ma vie. Il y a ce que Mesrine appelle dans sa lettre ses faux amis. Ils seront ravis de l'entendre. Et ça, je crois que c'est à ses faux amis de parler. Peut-être qu'ils parleront un jour. Et vous avez réussi à le retrouver comment? Ça, c'est mon problème. Mais je l'explique dans une minute. Il y a des gens qui sont portés garants pour moi. Comme il y a des gens qui sont portés garants pour Mesrine vis-à-vis de moi. Ces gens-là ont été trompés. Ces gens-là sont des voyous. Ces gens-là sont un code, quoi qu'en dise Mesrine. Et peut-être qu'ils auront un jour quelque chose à dire. Voilà.
Madame, Monsieur, bonsoir. 15h15 cet après-midi, porte de Clignancourt à Paris. Au milieu de la circulation, une fusillade éclate. Une voiture grise s'immobilise, criblée de balles. À l'intérieur, tué net, Jacques Mesrine et sa compagne, grièvement blessés par les policiers de l'Office central de répression du banditisme qui avaient tendu un véritable guet-apens à celui qui, depuis plus d'1 an et demi, faisait courir et narguait toutes les polices de France. Avant d'aller plus loin, je vous propose de revivre les événements tels qu'ils se sont déroulés chronologiquement cet après-midi, porte de Clignancourt. C'est ici, au milieu de cette place de Clignancourt, que Jacques Mesrine a été abattu. À 15h, sa BMW marron se faufile dans la circulation. 2 camionnettes de déménagement la bloquent à l'avant et à l'arrière. Les rafales de mitraillettes partent de l'arrière de la première camionnette. Jacques Mesrine s'écroule mort sur son volant, sans avoir eu le temps de dégoupiller les grenades qu'il portait sur lui. Les inspecteurs se précipitent, évacuent de la voiture la fiancée de Mesrine, grièvement blessée. 3 quarts d'heure après, le corps de Jacques Mesrine est transporté hors de la BMW. Nous avons relevé 19 impacts de balles sur le pare-brise de la voiture. Les inspecteurs qui le suivaient depuis plusieurs jours n'ont rien laissé au hasard. Oui, rien n'avait été laissé au hasard cet après-midi. Tous les grands patrons de la police étaient là. Monsieur Ducré, patron de la PJ de Paris, le commissaire Broussard de l'anti-gang, et ils ne cachaient pas leur satisfaction. Combien d'hommes? Une trentaine, c'est tout. Une trentaine d'hommes? Il y a combien de temps, commissaire, que vous le suiviez? Vous aurez les détails tout à l'heure, les détails. Il n'y a pas eu de bavure? Je vous signale, non, absolument pas, la preuve. C'est bien passé. J'insiste, il y avait les 2 services. Pardon? Il y avait les 2 services OCRB et BRI. Les 19 balles mortelles sont celles de l'OCRB, Office de répression du banditisme, de la BRI, Brigade anti-gang. Les rivalités entre les polices étaient cet après-midi oubliées au milieu d'une foule de policiers, de journalistes et de témoins. Là, j'ai vu quelqu'un sur le volant bien blessé. Je ne savais pas ce qui s'est passé. C'est à ce moment-là que plusieurs voitures civiles se sont arrêtées, ils ont coincé cette BMW et plusieurs jeunes en blouson que je ne savais pas qui c'était. C'est après que je me suis rendu compte, ils avaient tous des brassards. Alors, ils se sont mis par terre parce qu'ils croyaient peut-être que le blessé allait avoir des réactions et ils se sont vite levés, ils ont entouré la voiture et à ce moment-là, c'était plein de voitures de police, c'était plein, mais auparavant, il n'y avait rien d'anormal. Il y avait juste un agent de la circulation qui faisait la circulation. 16h, l'odyssée de l'ennemi public numéro 1 est terminée. C'est en 1961, souvenez-vous, il y a presque 20 ans, que Jacques Mesrine commençait sa carrière de gangster, si je puis dire. 20 années de meurtre, de cavale, de hold-up, qui avait fait de cet homme de 36 ans un bandit vraiment pas comme les autres. C'est en mars 1962, à 26 ans, que Jacques Mesrine fait son entrée dans les annales judiciaires, pour un banal cambriolage qui lui vaut 18 mois de prison. Une fois libéré, il retournera bientôt à la délinquance avec des ambitions décuplées. Hold-up, pillage d'appartements et braquage dans les banques. Premier règlement de compte, Mesrine dira lui-même qu'il est devenu un tueur sans remords et sans regret. Traqué en France, il court sa chance au Canada. Après une courte tentative de retour au travail honnête, il enlève son ancien employeur. Il n'arrivera pas à toucher la rançon à cause de la défaillance d'un complice, mais le voilà hissé parmi les grands du banditisme international. Il est pourtant arrêté 2 ans plus tard, en 71. Alors, nouveau coup d'éclat. Il réussit à s'évader de la prison de haute sécurité de Montréal avec 5 autres détenus. Puis il pousse l'audace jusqu'à attaquer ce même pénitencier, les armes à la main, pour tenter de libérer les amis qu'il s'y était fait. C'est un échec, mais après cette action sans précédent, le cas Mesrine est posé. Il n'est pas un truand ordinaire. Septembre 72, 2 gardes-chasse sont tués dans la forêt québécoise. Ce sont les 2 seuls meurtres officiellement attribués à Mesrine. Il rentre en France, où en mars 73, il est arrêté. On ne le gardera que 3 mois. Il avait préparé d'avance les moyens de son évasion. Des armes cachées au palais de justice de Compiègne lui permettent de prendre en otage le président du tribunal. Il réussit à s'enfuir. Il est maintenant l'ennemi public numéro 1. 3 mois de liberté seulement, le 28 septembre 73, la brigade anti-gang le cueille au gîte à Paris. Il offre le champagne au commissaire Broussard, une des rares personnes qu'il dit respecter et qu'il désigne volontiers comme un grand flic. Pendant la longue instruction de son procès, 3 ans et demi, il écrit un livre, L'instinct de mort, où il revendique 39 meurtres, alors même qu'il n'est pas encore jugé. Gros succès de vente, la justice fait bloquer les droits d'auteur, plus de 500 000 francs au total.
19 mai 1977, Jacques Mezrine est condamné à 20 ans de réclusion criminelle après un procès de 14 jours. Le voilà à la Santé, la prison dont on ne s'évade pas. Il est placé dans un QHS, quartier de haute sécurité, réservé aux grands criminels réputés dangereux. Oui, mais pour un an seulement. Le 8 mai 1978, la prison de la Santé perd sa réputation. Mezrine s'évade du QHS avec son ami François Besse. Un troisième compagnon d'évasion, Carman Rive, est tué sur place au coin de la rue de la Santé. Ils avaient la casquette et puis ils avaient cette espèce de blouson comme les matons. Il paraît que j'ai discuté avec le plus dangereux. On m'a dit qu'on voit que je reviens de loin. Le plus dangereux, comment il s'appelait? Mezrine. Mezrine, oui, c'est celui-là. Hein. Mais pas fallait faire d'un mec qui était vachement dangereux. Des armes et tout un matériel avaient été cachés dans le parloir du QHS. Mezrine a donc bénéficié de complicités multiples. 10 jours plus tard, hold-up au casino de Deauville. Mezrine est blessé d'une balle à la hanche. En juin, il vide la caisse de la Société Générale au Rincy. Il avait d'abord pris en otage chez lui, à son domicile, le fondé de pouvoir et l'avait contraint à l'accompagner jusqu'à la banque. Il nous a dit qu'il ne voulait pas de mal, qu'il voulait simplement de l'argent, mais pas d'ici, ni à nous, il voulait de l'argent dans la banque. Novembre 78, prise d'otage manquée chez M. Petit, président de la Cour d'assises de Paris, c'est pour protester contre l'existence des quartiers de haute sécurité dans les prisons où l'on transforme, dit-il, des hommes en fauves. En juin, enlèvement d'Henri Lelièvre, l'octogénaire milliardaire de la Sarthe. Mezrine le libère le 28 juillet contre une rançon de 6 millions. Il a désormais les poches pleines, un autre en profiterait pour tenter de disparaître, pas lui. Le 10 septembre 1979, il accepte un rendez-vous avec Jacques Tillier, journaliste à Minute. Près de Creil, dans une carrière désaffectée, il le blesse de 3 balles. Il écrit aux journaux « J'ai voulu punir Tillier ». Par ses écrits, par ses messages ou ses menaces aux journaux, les interviews données, ses déclarations lors de son procès, il a veillé à construire son personnage, à nourrir sa légende. Mais saura-t-on jamais le ressort secret de cette vie errante, courageuse sans doute, mais bâtie sur le crime et en définitive gâchée? Une réponse est peut-être donnée par le titre du récit qu'il en a fait, L'instinct de mort. Jacques Mezrine est donc mort cet après-midi, abattu par des policiers. Robert Werner s'est rendu à la planque, comme l'on dit, de Mezrine rue Belliard, et il a rencontré ceux qui depuis quelques jours ont croisé dans l'escalier Jacques Mezrine, sans le reconnaître bien sûr. Derrière cette fenêtre, celle de l'appartement de Mezrine, des policiers perquisitionnent. Il est 20 heures. Cette prise de vue a été faite dans la cour de l'immeuble. Et voici la façade donnant sur la rue. Mezrine se faisait appeler Toul, Paul Toul, et il demeurait rue Belliard, à quelques pas de la porte de Clignancourt où il a été abattu. Mais c'était un voisin comme les autres, un locataire comme les autres? Oui. Il habitait à quel étage? 3e étage, appartement 37. Avec une madame tout seul? Oui, avec une madame. Et quelles étaient ses allées-venues régulières, le matin, le soir? Non, non, il venait rare. Il venait? Rare. Rarement? Oui. Et quand il venait, il restait pas longtemps dans l'appartement sans sortir? Enfin, on veut sortir rarement, on venait 2 fois par semaine, si vous voulez. Puis si on veut rentrer, 2 fois on veut sortir, 2 fois on veut sortir. Il demandait son courrier? Jamais eu de courrier. Hein. Moi, je l'avais toujours avec la barbe. Avec la barbe? Oui. C'est la perruque que je voyais qui changeait un peu. Vous aviez vu qu'il avait une perruque? Oui. Vous aviez vu ça, oui, je voyais qu'il y avait une perruque. Mais Paul Toul ne figure pas sur ce panneau portant le nom de tous les locataires. Les voisins ignoraient tout de ce monsieur qui ne faisait pas de bruit, ne parlait à personne. Ils le croisaient dans l'escalier, parfois, le matin, en venant de refermer leur journal, relatant l'affaire Mezrine précisément. Comment vous avez pris ça, quand vous avez appris que Mezrine habitait dans la même maison que vous, quand même? Je viens d'apprendre là, vous savez. C'est pas banal d'apprendre une chose comme ça. La rue Belliard donne sur le métro Clignancourt. Dans l'appartement de Mezrine, on s'est trouvé en présence d'un dispositif anti-policier, porte matelassé pour les balles, entre autres. Mais ce soir, on commande toujours les faits. Ça courait un petit peu partout, il y avait des inspecteurs civils qui avaient des mitraillettes dans les mains, des pistolets, tout ça, et ça cavalait partout. Alors là, c'est un petit peu l'affolement général. Et moi, ce que j'ai vu, j'ai vu un monsieur qui était au volant, il avait du sang partout plein la tête. Mezrine. C'était Mezrine, on l'a su après, bien sûr. Là, on ne le savait pas. Et il y avait une femme qui était à côté de lui, qui est sortie de la voiture et qui est tombée par terre. À partir de ce moment-là... Il était blessé?
Oui, elle était blessée. Après, elle est venue... moi, je l'ai vue blessée ici, sur le côté, là, et certainement la tête, hein, parce que ça saignait pas mal. Et puis après, après, il y a les forces de police qui sont arrivées, tous les badauds sont... Mais elle est sortie, elle s'est échappée, elle est allée où quand elle est sortie de la voiture? Elle est sortie, elle est tombée par terre. Évanouie? De l'autre côté. Non, elle n'était pas évanouie parce qu'ils l'ont relevée et ils l'ont assise sur une borne ici, là. Et elle était consciente, elle n'était pas du tout évanouie à ce moment-là. Et je crois qu'après, elle s'est évanouie.